Merci de nous retrouver au cœur de cette édition d'appel sur le continent, sinon le dernier numéro de cette semaine. Nous sommes le vendredi 14 octobre 2022, au cœur donc de cette autre édition d'appel sur le continent. Et bien le débat, la réflexion autour du dossier qui convient désormais d'être appelé l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens détenus donc du côté de Bamako. Et bien la médiation de la CEDEAO qui jusqu'ici ne porte pas ses fruits après effectivement des nombreuses tentatives, que ce soit de communication, mais surtout des négociations avec les autorités du Mali. Bien, rien n'a bougé 3 mois et 4 jours après. Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça coince? À quel niveau se situe-t-on autour de ce dossier? J'y arrive, alors que eh bien, du côté de la classe politique ivoirienne, que ce soit du côté de l'opposition et même au sein de l'armée, eh bien, des comptes sont désormais demandés à l'État central pour véritablement juger son engagement autour de cette affaire qui pourrait certainement faire tâche du côté de la Côte d'Ivoire. On en parle avec vous, Tapé Groubera, vous êtes enseignant-chercheur. Merci de nous retrouver au cœur de cette édition d'appel sur le continent sur Afrique Média Télévision. Bienvenue à vous, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabrice Ndom. Je salue tous les auditeurs et auditrices d'Afrique Média. Je salue la direction d'Afrique Média. Je salue le directeur. Je salue toutes les personnes qui permettent à ce que l'émission ait lieu. Merci pour cette invitation. Allez, monsieur Tapé Groubera, nous restons avec vous. Que sait-on davantage autour de ce dossier après la descente il y a peu du côté de Bamako de plusieurs émissaires, en tout cas de la CEDEAO, pour tenter de faire bousculer les choses dans le sens de la marche sur ce dossier, on va dire, querellé des 46 mercenaires ivoiriens détenus du côté de Bamako? Bien, merci. Vous savez, c'est un dossier qui en réalité est un dossier diplomatique. Et nous saluons les réserves des autorités maliennes dans cette histoire. Parce que moi, je suis ivoirien et je sais que c'est sur le territoire malien que ces soldats se sont retrouvés. Donc, c'est une violation du territoire malien. Et de ce fait, il y a ce que nous pourrons appeler l'épilogue de cette situation, puisque lorsque le 10 juillet dernier, les soldats se sont retrouvés là-bas, ce qui nous a été rapporté, c'est que dans le communiqué du gouvernement malien, c'est qu'ils ont appelé les autorités ivoiriennes pour leur demander ce qui en était des personnes qui sont là. De prime abord, ces personnes, enfin, les autorités ivoiriennes ont dit ne pas savoir qui étaient ces personnes qui ont été envoyées. Ce n'est que 2 jours après, le mardi 12, que le Conseil national de sécurité s'est réuni et on a vu cette injonction qui a été donnée aux autorités maliennes de libérer immédiatement ces soldats ivoiriens. À la suite, le chef de l'État, M. Alassane Draman Ouattara, s'est retrouvé en Afrique du Sud en réitérant les mêmes injonctions, en demandant de manière insistante qu'on libère les soldats ivoiriens. Nous, on attendait un peu plus d'explications, mais les explications que nous avons eues sont des explications qui sont venues plutôt des autorités maliennes, notamment le Premier ministre Choguel Maïga, qui, donnant des informations à ses concitoyens, nous avons tendu l'oreille et nous avons compris un peu ce qui en était. Jusque-là, sauf peut-être un élément qui m'est échappé, je n'ai pas encore eu un moment les autorités ivoiriennes informées réellement de la situation. Pire, ce qui en est, c'est que au moment où il y a eu de commencer à avoir des négociations, on a eu la libération de ces 3 soldats. Au moment où nous attendions que l'aspect diplomatique puisse continuer, il y a un communiqué encore du Conseil national de sécurité ivoirien qui sort en disant ce qui certainement, je dis bien certainement, je ne sais pas plus que vous, certainement ce qui s'est dit là-bas, en voulant mettre à nu les autorités maliennes, donnant l'impression que les autorités maliennes cherchaient forcément à prendre des gens en otage. Et le mot otage est sorti. Et par la suite, on a vu que lors de la réunion de l'ONU, le problème s'est déplacé. Il y a même eu une réunion spéciale qui a été faite là-bas. On a confié le dossier qui est un dossier bilatéral, comme le disent les autorités maliennes. C'est entre la Côte d'Ivoire et le Mali.
Et s'il en faut, on peut appeler à la rescousse d'autres frères, comme à un moment donné, ça s'est passé avec les autorités du Togo. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On a fait intervenir la France-Afrique. On a vu M. Ambalo dire des choses. Ensuite, comment on appelle le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, qui lui, à l'ONU, autant sa structure avait prétendu qu'elle n'était pas concernée par cette histoire de rotation de ces 46, enfin, du temps de 1946 soldats ivoiriens. Et subitement, il dit que ce ne sont pas des mercenaires. Et on a vu lors de l'intervention du Premier ministre, comment on appelle, par intérim, confirmer que c'est une nation bilatérale. Ensuite, il y a eu ce pompage médiatique, faisant croire que c'est la dernière chance et que les autorités, comment on appelle, la CEDEAO allaient venir et ils allaient retourner avec, comment on appelle, ces soldats maliens. Jusqu'à aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, de la même manière, la CEDEAO est arrivée au Mali, enfin, elle a été précédée par une publicité énorme. À leur retour, nous attendions un mois une conférence de presse pour nous dire ce qui s'est passé. La CEDEAO est restée muette et on ne sait rien jusque-là. Il n'y a pas longtemps, on voit sur les réseaux sociaux apparaître une liste de ces soldats ivoiriens, le nom, ce qui est quand même assez frappant. Pourquoi est-ce que c'est après 3 mois qu'on fait sortir la liste de ces soldats alors qu'on aurait pu le faire depuis le début? Bref. Donc, plusieurs hypothèses par rapport à votre question. L'une des hypothèses, puisque le Premier ministre, le colonel Maïga, a dit que c'est une affaire qui était dans la main de la justice, et certainement, ayant vu que eux aussi, leur orgueil a été fouetté par l'arrogance et la manière dont, du côté ivoirien, on voulait traiter cette histoire, donner des injonctions, ils ont dit, OK, on va remettre le dossier à la justice. Et donc, nous pensons d'un côté que certainement, c'est ce qui va se passer. Ensuite, ça dit pour montrer effectivement la forme qui sera mise dans cette libération, c'est-à-dire que les soldats, puisqu'il y a eu manquement, comme l'a souligné le chef de cabinet du chef de l'État, M. Hassan Draman Ouattara, M. Sarasoro, donc ces manquements-là, il va certainement avoir un aspect judiciaire, ils vont certainement être jugés, et à la suite de ça, je pense le chef de l'État, le président du Mali, le colonel Assimi Goïta, va certainement faire une grâce pour que ces soldats puissent revenir. Alors qu'on aurait pu faire l'épargne de tout cet interment en continuant dans la négociation, surtout qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est le Togo qui s'est auto-invité ou bien le Togo a été invité, mais le Togo avait déjà obtenu des bonnes grâces. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Cela nous rappelle ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu l'agression de la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. Il y a eu des négociations qui ont commencé au Togo, sous l'égide du père de M. Faure, qui était M. Yadema. Au moment où il y avait des avancées, on ne sait pas par quelle alchimie, comment on appelle, à l'époque c'était M. Wad, demande qu'il n'y a pas d'évolution et on transfère le dossier du côté de, comment on appelle, des Marcosis. Et on sait ce qui s'est passé. On a voulu vraiment tordre le cou. Et je pense que cette situation, c'est ce qui a failli prévaloir en ce qui concerne la situation des 46 soldats ivoiriens comment on appelle, entrés illégalement sur le territoire malien. Et malheureusement, c'est une situation qui continue de perdurer. Et aujourd'hui, ce qui est étonnant, comme je dis, on aurait dû entendre la CEDEAO après la rencontre qu'elle a eue, qui a été précédée d'un grand fanfare, mais malheureusement, rien de tout ça. Il faut effectivement dire que cette visite des émissaires de la CEDEAO du côté du Mali était annoncée comme étant une visite qui devait marquer le tournant autour de cette affaire et que l'on pourrait au conditionnel avoir une véritable issue, sauf que c'est un véritable silence de cimetière qui continue à jeter véritablement des inquiétudes autour de cette affaire. Alors Sylvain Grohur, vous nous retrouvez dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent. Bienvenue à vous, bonsoir. Sylvain?
en attendant effectivement d'être un peu plus stable. Alors, Monsieur Tapie, tout à l'heure, est-ce qu'à votre niveau, on peut tenter d'apprécier le traitement qu'accorde effectivement la Côte d'Ivoire autour de ce dossier? Tout à l'heure, vous êtes revenu pour essayer de lever un pan de voile sur la démarche communicationnelle menée par les autorités de Côte d'Ivoire. Sauf que jusqu'ici, il y a donc les différentes voix qui se lèvent au sein de la société civile et même au sein de l'opposition qui voudraient effectivement qu'une enquête parlementaire soit d'ailleurs menée et que les Ivoiriens soient véritablement situés autour donc de cette affaire. L'on ne sait plus finalement, du moins pour l'opinion ivoirienne, s'il s'agit des soldats ou alors il s'agit des mercenaires, parce que l'État central ivoirien, en termes de transparence communication, ne voudrait pas véritablement aller un peu plus en profondeur. Alors, comment appréciez-vous aujourd'hui la démarche qui est mise en place par les autorités de Côte d'Ivoire sur le traitement de l'information réservée à cette affaire? Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a en fait une affaire, je peux dire c'est diplomatique, aurait dû, dans un premier temps, avoir cet aspect diplomatique. Malheureusement, c'est pas ce que nous avons. On a voulu politiser une affaire qu'on aurait pu résoudre de manière simple. Maintenant, si on veut l'amener sur un aspect politique, parce que c'est ce que le régime de M. Alassane Draman Ouattara veut, c'est qu'il y ait une adhésion aveugle, sans réflexion des Ivoiriens à cette cause. Mais la première des choses, c'est de nous donner l'information. Vous voyez, je prends un exemple tout bête. Lorsque vous avez un avocat, il vient vous voir, quel que soit le délit auquel vous êtes confronté ou bien que vous avez commis, l'avocat dit « je suis ton avocat ». Dans tous les cas, dis-moi la vérité. Et à partir de là, je vais voir quelle est la démarche que je vais suivre pour qu'on puisse voir comment tu peux soit diminuer ta peine ou bien t'en sortir. Nous voulons que les autorités ivoiriennes nous parlent, nous disent ce qu'il en est. Mais ce n'est pas ça. C'est un élément communicationnel. Je vous ai dit, il y a deux, comment on appelle le communiqué du Conseil national de sécurité. Le premier, c'était une injonction aux Maliens de les libérer, les intimement de libérer. Le deuxième qui est sorti il y a pas avant même la réunion, enfin l'arrivée de la CEDEAO, et même la réunion au niveau de l'ONU, c'était de montrer, ah oui, voilà ce que les Maliens veulent faire. En réalité, nous, on pensait qu'ils allaient continuer à libérer, mais ils ont pris nos soldats en otage. Vous voyez qu'il y a quelque part le fait que les autorités maliennes ont eu, à un moment donné, le fait que leur orgueil a été quelque part touché. Parce que eux, et si vous entendez bien la communication du Premier ministre par intérim, le colonel Maïga, lorsqu'il était à l'ONU, il a dit à M. Guterres, c'est une affaire bilatérale entre la Côte d'Ivoire et nous. Malheureusement, nous, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qu'on fait. Non seulement les Ivoiriens ne sont pas informés, je vous l'ai dit, il y a sur votre antenne le docteur Simone Yves Gbagbo qui est venu pour dire qu'elle-même, qui est en Côte d'Ivoire, qui est une autorité, elle ne sait rien. Le président Gbagbo, lors d'un de ses déplacements, je crois, dans son village, a dit la même chose et posant des questions. Aujourd'hui, à part peut-être des gens qui sont devenus des supporters aveugles du régime, personne n'est capable de dire réellement qu'est-ce qui s'est passé, ce qui en est. Les autorités, comme on appelle ivoiriennes, refusent de communiquer. On a vu le cas de notre sœur Pulséric Balé, qui est partie et qui est venue. On peut spéculer toutes les démarches, mais dans ses dires, elle a dit il y a possibilité de libérer ces gens. Si la volonté était du côté des autorités ivoiriennes de libérer, comment on appelle, ces 40 soldats, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris l'appeler Mme Pulséric Balé pour dire ben, écoute, tu es parti là, qu'est-ce que tu as dit là, de quoi tu parles? Et elle a expliqué la démarche des personnes qu'elle aurait rencontrées ou bien qu'elle a rencontrées et faire le point. On dit, bon, ok, ce que tu as fait, c'est bien. Ça, ce n'est pas bon, tu n'as pas dû le faire. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a empêché Pulséric Balé de sortir. Elle est restée pendant une nuit. Le lendemain, ils l'ont libérée. Après, de manière malicieuse, on lui a dit de venir récupérer son portable et ses affaires et son passeport. Lorsqu'elle est partie, sans qu'il y ait, comme on appelle, une convocation en bonne et due forme, elle a été prise, elle a été jetée en prison. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de procès. Vous voyez qu'en même temps qu'ils font, ils envoient des autorités musulmanes, enfin religieuses, je suppose que, pour aller négocier. Donc, on ne comprend plus ce qu'il y en est. Nous avons l'impression que quelque part, on avance d'un pas et on recule de deux pas.
Et donc, c'est quand même assez gênant. Je rappelle à toute fin utile que l'article 104 de la Constitution de Côte d'Ivoire dit que si nous devons entamer, l'État de Côte d'Ivoire doit entamer une guerre, c'est comment on appelle, le Parlement qui doit donner son autorisation. Et c'est pour cela que nous sommes quand même étonnés que le Parlement ne s'est pas encore saisi de cette histoire. La première des choses, c'était même d'appeler le ministre de la Défense pour qu'il vienne expliquer devant le Parlement ce qu'il en est. Ça, c'est la première des choses. Je pense que c'est le préalable. Ensuite, peut-être même demander au Premier ministre de venir voir, ou bien les deux à la fois, pour venir expliquer aux parlementaires ce qu'il en est. Ce qui est, c'est une affaire diplomatique. En ce moment-là, on peut constituer une délégation en bonne et due forme qui est composée de toutes les délégations dans laquelle il y a des parlementaires qui vont aller parlementer avec nos frères du Mali. Parce que ce qui s'est passé, c'est grave. Au vu des informations que nous avons du côté du Mali, mais dont nous n'avons aucune information du côté de la Côte d'Ivoire, à part le fait qu'il y ait le délit simplement. Donc, les autorités du Mali nous disent, ceux qui sont partis avec des armes, et que ces armes qu'ils ont sont des armes, ce ne sont pas des armes pour 49 personnes, c'est des armes pour de nombreuses personnes. Mieux que ça. Et on nous a dit que dans ce qui est, ça c'est le communiqué officiel du Mali, c'est que la version, enfin il y a eu plusieurs versions, 4 versions, et les 4 versions sont disconcordantes. On nous apprend effectivement, ça c'est un peu au niveau des réseaux sociaux, etc., qu'il aurait eu parmi les personnes qui seraient là-bas, des personnes dont la nationalité ne serait pas forcément celle de la ivoirienne. Et donc, je pense, j'ai écouté un communiqué il y a quelques jours de RFI qui aussi confirme cela, que lorsque les responsables de la CEDEAO sont allés et qu'on leur a mis en face des personnes qui seraient d'origine pas ivoirienne et qui a fait que les dirigeants de la CEDEAO, je préfère taire le nom puisque effectivement ce n'est pas quelque chose d'officiel, que les dirigeants de la CEDEAO se sont rendus compte en réalité que c'était un dossier assez bizarre et que donc c'est pour cela que ces personnes en sont rentrées dans leur coquille. Donc nous avons dit, et je suis déjà intervenu sur cette chaîne, est-ce qu'il y a une volonté réelle des autorités ivoiriennes de libérer réellement ces personnes? Pour ma part, au su de ce que je sais, j'ai l'impression que ce n'est pas ça. On veut plutôt politiser. On a l'impression que on cherche un prétexte pour faire autre chose. Si c'est un prétexte qu'on cherche, qu'on nous le dise. Parce que pour libérer ces prisonniers-là, comme on le dit chez nous, pour éteindre de l'eau, on n'a pas besoin d'avoir de l'eau potable. N'importe quelle eau, même l'eau usée, on peut l'utiliser. Madame Pulchéry Balo a dit qu'elle pouvait permettre à ce que les gens soient libérés. Mais pourquoi est-ce qu'on l'arrête et qu'on la mette en prison alors qu'on pourrait l'utiliser si elle dit qu'elle a la possibilité d'aller négocier? Ou bien alors, M. Hassan Drama Ouattara veut lui seul avoir les galons de la libération de ces 46 personnes. Si c'est ça, alors je pense certainement, alors il faut prendre une autre démarche. Il suffit que le chef de l'État, M. Hassan Drama Ouattara, prenne son téléphone et qu'il appelle M. Assimi Goïta pour lui dire, et après un échange, je pense qu'il y a moyen de les libérer. Mais allez faire intervenir l'ONU, allez faire intervenir la CEDEAO, allez faire intervenir la France, tous ceux-là ne sont pas dans le dossier. On a fait venir même l'Union africaine. Monsieur, comment on appelle, Macky Sall est parti au nom de l'Union africaine. Ce qui est bizarre, c'est que Macky Sall est parti annoncer à grand fanfare, il est ressorti, il n'a plus rien dit avec un discours vraiment apaisant. On a vu aussi, comment on appelle, la délégation de la CEDEAO qui est partie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est revenue motouche bouche cousue. Alors, ce qui veut dire que quand on va là-bas, effectivement, il y a des choses qu'on voit. Je l'ai dit sur votre chaîne. Et c'est ça, je dis aux Ivoiriens de savoir raison garder. Il ne suffit pas de s'emporter. C'est un dossier très délicat et qu'aujourd'hui, si nos autorités, on ne sait pas, qu'est-ce qui les motive à prendre cette démarche qui sont à un moment donné de mettre de l'huile sur le feu, alors qu'il y a possibilité, je dis bien, il y a possibilité de discuter, de négocier. Mais en fait, ça ne doit même pas atteindre la CEDEAO, ça ne doit même pas atteindre l'Union africaine. Il suffit simplement, comme je l'ai dit, prendre des personnes ressources en Côte d'Ivoire, des membres même de l'opposition. Vous avez le docteur Simon Gbagbo, vous avez le président Laurent Gbagbo, qui peut peut-être déléguer des gens. Vous avez, comment on appelle, le président Rikona Bédié. Donc tout cela, puisque aujourd'hui, il y a, je vais dire, une entente entre griffes, mais pourquoi ne pas profiter de cette aubaine pour créer une forme de synergie, avoir un groupe qui va rencontrer les autorités maliennes et puis discuter. Et puis, ensemble, on va ramener
nos soldats. Mais non, la démarche est une démarche qui est incomprise, enfin, en ce qui me concerne, et je pense ne pas être le seul, puisque le docteur Simone Yves Gbagbo l'a dit ici, mais on ne sait pas quelle est la motivation, quelles sont les motivations réelles du gouvernement, de M. Hassan Dramane et son gouvernement. C'est ça qui est quand même à craindre, parce qu'on a l'impression que pendant qu'on, comme je l'ai dit, on avance d'un pas, on recule de 2 pas, voire de 3 pas. Et ça, ce n'est pas normal. Alors qu'il y a possibilité de le faire dans un calme absolu et de délibérer. Ça fait maintenant 3 mois que ces personnes sont là-bas. Pour quelle cause? Ou bien a-t-on peur véritablement que nous sachions ce qui s'est réellement passé? Pourquoi ces personnes sont parties? Ceux pour lesquels ces personnes ont été engagées, pourquoi elles sont parties avec de nombreuses armes? Est-ce que c'est ça qui fait peur? Et c'est pour cela qu'on nous cache tout ça et qu'on est dans un déni? Nous ne saurons rien. Et nous, ici, c'est l'occasion d'interpeller l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour que maintenant, ils appellent le ministre de la Défense, c'est-à-dire M. Téné Bouraïma, pour qu'il puisse donner plus d'informations à l'Assemblée nationale, de telle sorte qu'on voit s'il n'y a pas lieu de créer une commission parlementaire qui va aller, parce que c'est elle qui est quand même représentée, puisque c'est les Ivoiriens qui ont élu ces parlementaires-là, pour aller voir comment est-ce qu'on peut négocier pour que ces 46 soldats puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. Tapi Groubera. Sylvain Grohur, on vous accueille effectivement dans le cadre de cette émission d'appel sur le continent. Cela fait donc 3 mois et 4 jours précisément que les soldats ivoiriens sont donc détenus du côté du Mali. Rien n'a bougé malgré la médiation en tout cas apportée par la CEDEAO. Il y a eu même plusieurs groupes de pression qui ont été faits pour chercher à internationaliser, on va le dire finalement, le dossier qui devrait en principe être réglé entre deux nations sœurs. Revenons un temps soit peu sur le fait, le dernier fait en date, c'est donc la visite, on va dire, des autorités de la CEDEAO du côté de Bamako. Tous sont rentrés bouche cousue, rien n'a filtré. Et Tapi Groubera était d'ailleurs en train de surfer tout à l'heure sur certaines issues. Plein de choses sont dites sur les réseaux sociaux. Rien d'officiel n'est affirmé, que ce soit du côté de Bamako, encore moins du côté de la Côte d'Ivoire, pour tenter de rassurer les uns et les autres. Une enquête parlementaire demandée par l'opposition, bloquée depuis lors. On n'a quasiment pas bougé, si ce n'est la libération des 3 soldats d'âme. Où en est-on jusqu'aujourd'hui, à votre avis, Sylvain? Bienvenue. Déjà, je vous salue. Salut à vous. Et merci encore pour l'invitation. Et je salue également cette chaîne-là. Sincèrement, je suis fier de vous. Je suis fier de vous, pas parce que vous êtes une chaîne africaine, mais parce que vous débattez sur des sujets cruciaux, des sujets importants. Alors pour ça, je vous dis merci. Je dis merci à toutes les personnes qui ont permis à sa réalisation et surtout à son fondateur. Et merci également à tous les Africains qui prennent la situation africaine à cœur et qui jugent bon d'en débattre. Et je vais encourager comme ça tous les Africains à encourager ce genre de chaîne-là, parce qu'aujourd'hui, on est fatigué de suivre tout ce qui nous empoisonne dans l'esprit et dans l'âme. Alors donc, je vous remercie, comme je le disais, donc je vais prendre la parole concernant ce sujet. J'ai entendu le frère parler tout à l'heure, parler de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, parler des médiateurs, parler de tout ce qu'on pouvait parler qui peut peut-être susciter des questions. Moi, je vois que on se pose des questions sur ce qui n'a pas lieu, n'a pas lieu de se poser. Nous tous, nous le savons. Nous savons ce qui se passe. Le problème du Mali n'est pas le problème entre Assimi Goïta et Alassane Dramane Ouattara. C'est ce il faut faire comprendre aux gens. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de parlement. Dites-moi, quel est le pays aujourd'hui qui peut demander à un président d'une assemblée nationale de démissionner parce qu'il ne fait pas partie de ces clans de voyous? Moi, je les appelle clans de voyous. Dites-moi, où on a déjà vu dans un pays digne de ce nom, pays démocratique, on peut dire à un président de l'Assemblée nationale, débarrasse le tabouret parce que tu ne fais pas partie de notre clan. Donc, vous devrez comprendre. Nous parlons des gens de la CEDEAO, de vous à moi. Quand on s'assoit sur ce plateau qui est aussi sérieux, on va parler de CEDEAO ici. Qui ne sait pas que qui dit CEDEAO,
c'est ceux-là qui veulent enlever Assimi Goïta, c'est ceux-là qui ont pris en otage le peuple malien. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? Même un enfant qui vient de naître aujourd'hui sait très bien à qui Assimi Goïta a affaire. Donc, à ceux que Assimi Goïta a affaire, ce sont eux qui envoient leurs enfants venir distraire le peuple malien. Ici, il n'est pas question de libérer quelqu'un. Vous savez, quand on va en guerre, on a vu la Russie faire la guerre avec l'Ukraine. Moi, j'étais sur ce même plateau quand je disais, ici, sur ce même plateau, que la Russie n'est pas en guerre avec l'Ukraine. La Russie n'est pas en guerre avec Zelensky. Lorsque un frère ici qui intervenait, qui disait, il faudrait que Zelensky se range avec Poutine, il demande pardon. Je dis à ce frère, mais il faut lire très loin. Zelensky, il est comme Alassane Draman Ouattara. Zelensky, il est comme Alassane Draman Ouattara. Zelensky, il est comme Macron. Zelensky, il est comme votre président américain, Biden. Ce sont des employés. Ce sont des employés. Aujourd'hui, ce sont les hommes d'affaires de ce monde. Les richards de ce monde. Ceux qui dirigent, ceux qui disent diriger ce monde. Ce sont ceux qui nation-là. Ceux-là qui vont faire leur travail. Donc, quand on parle de Zelensky, ce serait dit qu'on parle d'un poisson qui vit dans le désert. Le poisson, là, il vit dans l'eau. Zelensky, son eau, là, c'est eux. Donc, Zelensky n'est pas vivre. Donc, quand on dit aujourd'hui, Assimi Goïta, il y a eu les collabos, les pigeons de la Maison Blanche qui viennent ici pour chanter sur le toit des Maliens pour dire libérer prisonniers. Et puis on dit ceux-là sont les gens de la CEDEAO. Puis on parle d'eux ici. Je pense qu'un jour l'Afrique va comprendre que aujourd'hui, à notre ère, nous n'avons pas de représentants politiques sur le plan international. Quel jour on va comprendre ça? Il faudrait qu'on comprenne ça d'abord pour comprendre qu'ici on ne parle pas de libération. Ici, là, ce n'est pas une question de libération. Ici, c'est une question de distraire un peuple pour faire ce qu'ils ont à faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut les endormir sur un flanc. On les endort sur un flanc, tandis qu'on prépare d'autres flancs. Mais c'est ce qu'ils ont fait à Gbagbo Laurent. Tirons l'enseignement de ce qui s'est passé. Tirons les enseignements de ce qui s'est passé. Déjà, pour reconnaître qu'un soldat doit être libéré, il faut que tu reconnaisses que ce soldat vient de ta part. Il vient de ta mission. C'est toi qui l'envoies. S'il y a la guerre entre la Russie et l'OTAN, et que l'OTAN demande que la Russie libère les prisonniers de l'OTAN, mais la Russie également va exiger des conditions. Vous aussi libérez nos prisonniers. Vous libérez nos prisonniers, moi je libère vos prisonniers. Donc c'est donnant-donné. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire, ou bien ceux qui demandent de libérer, comment ça s'appelle, ces jeunes-là, ces djihadistes, je ne vais même pas les appeler soldats, on appelle soldat quelqu'un qui a prêté serment pour défendre les institutions d'un pays, d'une république. Celui-là, il s'appelle soldat. Moi, je vais dire des djihadistes. Ceux qui demandent la libération de ces djihadistes-là, est-ce qu'à ceux qu'on demande de les libérer, on n'a pas, ces mêmes personnes n'ont pas demandé qu'ils rendent également les gens qui se sont cachés sur la terre pour dire qu'ils se proclament président d'un pays à partir de la terre de notre pays. On ne vous a pas demandé de libérer, de ramener ces personnes-là. Mais c'est donnant-donné. C'est donnant-donné. Pour que je puisse libérer ces rebelles, il faudrait que vous soyez d'accord avec moi qu'ils sont venus de façon illégale. Et si vous reconnaissez qu'ils sont venus de façon illégale, en ce moment-là, si vous voulez notre clément, nous aussi, on vous dit aussi, pour que nous ayons gain de cause équitable, donnez-nous, rendez-nous ceux qui sont chez vous là. Où est-ce que c'est sorcier ici? Mais il n'y a pas de négociation ici. Il n'y a pas de négociation. On négocie sur quelque chose où chacun a un gain, où c'est équitable. Là, on négocie. Quand je vais payer quelque chose chez un marchand, je lui donne mon argent, il me donne sa chose. Je n'ai pas venu négocier, donne-moi ça gratuitement. Pourquoi? Et comment il a fait pour rembourser? Comment il a fait pour avoir son revenu? Donc, quelque part, j'essaie de vous dire que le sujet de ces gens-là, de ces djihadistes-là, ce n'est pas une histoire entre Assimi Goïta et vous me donnerez raison encore. Comme aujourd'hui, vous m'avez donné raison lorsque je vous ai dit Zelensky n'était pas en conflit avec Vladimir Poutine. Zelensky n'était qu'un collabo, c'est-à-dire c'était un pigeon de la Maison Blanche. C'est tout. Il vient faire la commission puis il repart. C'est ça Zelensky. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, je suis sur votre plateau aujourd'hui où on parle aujourd'hui de l'OTAN, on parle également de Vladimir Poutine. Ce n'est plus Zelensky. L'OTAN, Vladimir Poutine. Et c'est de ça que je parlais. Quand vous m'avez parlé également de ces, comment ça s'appelle, de ces personnes qui sont mortes pour dire que oui, il y a eu crime de guerre, je ne sais pas, il y a eu génocide, il y a eu quoi et quoi. Je vous ai dit quoi? Ceux-là qui disent qu'ils vont venir enquêter là, ce sont ceux qui sont contre Vladimir Poutine. Donc eux savent de quoi ils parlent. C'est une façon de le distraire,
mettre à dos Vladimir Poutine face à l'opinion publique. C'est-à-dire, voilà ce que ce monsieur fait. Donc, c'est une façon de salir le nom de la personne, salir l'image de la personne. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas de libération possible quand ceux-là qui réclament une libération ne reconnaissent pas le tort de ceux-là qu'on doit libérer. Ils reconnaissent leur tort. Maintenant, quand ils ont reconnu leur tort, là, maintenant, ça sera maintenant donné. Je vous donne en échange d'eux. C'est tout. Maintenant, si vous voyez qu'ils ne font pas ça, c'est tout simplement qu'ils sont en train de distraire le peuple malien. Et je vais dire ici au peuple malien, si vous ne restez pas éveillés, c'est comme ça ils ont fait Laurent Gbagbo. Ils ont fait comprendre à Laurent Gbagbo va faire la flamme de la paix à Bouaké. Donc, ils ont amené les Ivoiriens à croire que la seule solution, ce serait que Gbagbo aille faire la flamme la paix à Bouaké. Entre-temps, pendant que les Ivoiriens étaient concentrés sur la solution de faire la flamme de paix à Bouaké, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de préparer à encercler les Ivoiriens et les amener à faire quoi un semblant d'élection. Et ça va donner quoi? Ça va donner que non, toi tu n'as pas gagné, tu ne peux pas riposter. En ce moment, tu es déjà encerclé, tu fais quoi? Gbagbo se fait prendre dans son propre piège. Je vous donne un exemple et je vous dis quelque chose qui est clair. Regardez en Turquie, Erdogan a eu un coup d'État en Turquie. Et il y a eu des pays voisins qui ont participé à ce coup d'État-là. Posez la question à ces pays voisins-là, pourquoi ne pas demander que Erdogan leur remet leurs soldats? Ils demandent, ils disent à Erdogan, rends-nous notre soldat. C'est parce que ces pays voisins ne peuvent pas demander les soldats, tout simplement parce qu'ils savent que s'ils demandent leurs soldats, on dirait, donc c'est vous qui êtes venus nous attaquer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé leur bouche. Alors, si Ouattara réclame les soldats, c'est que Ouattara reconnaît que c'est lui qui a envoyé ces gens-là, mais qu'ils le disent devant tout le monde, oui, c'est moi qui les ai envoyés. Mais il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire tout simplement en le disant, il s'expose et il devient un djihadiste par ricochet. Alors, si tu es un djihadiste, on te traite en tant que tel. Maintenant, pour finir cette rédaction, pour vous dire, Ouattara n'a pas envoyé ces djihadistes-là de son propre gré. Comme je suis en train de le dire, c'est une guerre qui est menée aux Maliens par procuration. Qui est cette procuration-là? C'est vraiment Ouattara le collabo. Mon ami, il faut faire. Si on t'attrape, il faut essayer de résister. En attendant, nous, on va se préparer pour l'achever. Vous êtes sûr et certain que si Assimi Goïta dit tenez 46 soldats, l'affaire est finie. Vous êtes sûr de ça? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Et si Assimi Goïta dit donner les 46 djihadistes, ce que Assimi Goïta lui-même se contredit, ça veut dire qu'il n'est pas en train de combattre les terroristes. Parce que si tu combats les terroristes, tu ne vas pas donner des terroristes et puis combattre des terroristes. Donc là aussi, il y a un piège qui dit que tu as attrapé des djihadistes, des terroristes, et tu fais comprendre aux gens que tu te bats contre les terroristes. Mais pourquoi tu libères des terroristes alors? Pourquoi tu les libères? Il faut nous expliquer. Tu dis que là, déjà, l'ONU a reconnu qu'ils ne sont pas venus à leur compte. Ce n'est pas caché. Hein. Même Afrique mettait ici à relayer ça. L'ONU a reconnu que ceux-là, on ne les connaît pas. Bon, si on ne les connaît pas là, ils sont venus au nom de qui? Maintenant, toi, tu sais qu'ils ne sont pas venus au nom de l'ONU, c'est-à-dire que ce sont des rebelles, des djihadistes qui sont arrivés. Maintenant, tu libères les djihadistes. Comme on dit dans un français ivoirien, à contre pourquoi? À contre pourquoi tu libères des djihadistes et puis tu dis que tu combats les djihadistes? Est-ce que vous-même, de vous à moi, c'est légal? Est-ce qu'on s'entend parler? Donc quand les gens disent, les gens pour négocier, envoyer Gbagbo Laurent, il ne se met pas dans la boue. Hein. Il n'est pas sale. Et lui là, il a une personnalité. Vous voyez Gbagbo Laurent aller au Mali pour dire non, hein, je veux que vous libérez. Bon, s'ils ont libéré ces djihadistes-là, mais ce sont les Ivoiriens qui vont prendre le pot casser ça, parce qu'ils vont partir où? En Côte d'Ivoire. Quand les Ivoiriens vont vouloir se lever pour faire des réclamations, qui va les mater? Ces mêmes djihadistes-là. Un djihadiste doit être jugé en tant qu'un djihadiste. C'est tout. Il y a des questions qui ne se posent pas. Ça là, c'est même pas un débat. Ce sont des djihadistes, on doit les juger, on doit les punir. Point final. Si Assimi Goïta s'amuse à libérer ces gens-là, je suis la première personne, même je vais vous demander de m'inviter. Je vais le bombarder sur tous les plans. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Des gens vont venir tuer nos parents. Et puis, ils ont échoué à les attraper. C'est comme le crocodile. Il a voulu te mordre. Tu as fui, tu as réussi à sortir de l'eau. Et puis, tu dis non, j'allais négocier à lui dans l'eau. Va négocier, il t'attend. Il faut aller rentrer dans l'eau là. Lui, il t'attend là-bas. Donc, frère, pour vous dire que je suis fier de vous, Afrique Média. Parce que pourquoi? Ce genre de débat-là, je vois ça sur la toile. Je vois ça sur la toile. Je pense que si on a bien écouté Abdoulaye Maïga, je pense qu'il a été très direct. Si vous ne pouvez pas accepter ça chez vous, là, mais pourquoi vous voulez que moi, dans mon pays, j'accepte?
Mais il faut d'abord accepter ça chez vous. Bon, d'accord, moi je l'ai appelé Ortogan, et puis je dis à Ortogan, bon, libère les gens qui sont venus te faire coup d'état là. Et puis on va voir ce que ça donne. Et on va voir ce que ça va donner. Quand Vladimir Poutine et puis l'OTAN voulaient libérer les soldats, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vladimir Poutine, tu nous libères, on te libère tes soldats. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont reconnu que ceux qui t'ont agressé là, c'est nos soldats. Il n'y a pas de problème. Tu as raison, parce que nous sommes en guerre. Alors on ne va pas te dire, toi fais justice, et nous on ne fait pas justice. Donc si on te dit de faire justice, nous aussi, on va faire justice. Si notre justice, c'est d'être clément, donc on te demande d'être clément. On te donne tes soldats, et tu nous rends nos soldats. Voilà la négociation. Vous détenez des poutistes sur votre territoire qui se réclament président d'une nation. Et puis vous me demandez à moi là, je n'ai qu'à vous remettre. Mais vous êtes content, hein? Vous êtes content. C'est passé à Simi Goïta. C'est seulement quoi? Ouattara, il a la chance de ne pas se trouver devant ce monsieur. Il sait qu'il a gros cœur. Ça, c'est. Non. Je vais laisser l'antenne à quelqu'un d'autre, mais parce que j'en ai beaucoup à dire. Si je vais moi seul parler là, on ne va pas finir aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour la parole donnée. Je suis là, je vous écoute. Maro Sylvain, Tapie Groubera, je me retourne donc vers vous, vu que la volonté d'internationaliser ce dossier par le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas porté ses fruits, l'implication de la CEDEAO, celle de l'ONU et tout ce qui va avec, la collaboration de l'Union africaine, toutes ces, entre guillemets, ces collaborations se sont avérées vaines, et vous avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure ce silence de marbre observé lors de la dernière visite, en tout cas de ces émissaires de la CEDEAO du côté du Mali, ce qui laisse effectivement croire que la petite marge de manœuvre qu'avait le président Ouattara, si jamais cette marge de manœuvre existait, semble être désormais épuisée. Et j'ai envie de dire, est-ce que ce ne serait pas l'idéal de revenir à la case des départs, celle d'ailleurs que tout le monde réclame, c'est-à-dire celle de la négociation Tapie Groubera? Merci. Voilà, je voulais donc insister sur des choses. Nous répondons, je réponds à vos questions que vous posez, et donc c'est cela, je propose un certain nombre de solutions. Je l'ai dit, et déjà à d'autres émissions, que pour nous, il y a un enjeu derrière cette histoire. Parce que nous, on parle de manière, je vais dire, sincère, en présentant la situation, pour dire qu'en réalité, s'il y a volonté, c'est ce que nous avons dit, s'il y a une réelle volonté de résoudre ce problème, la démarche qui est prise n'est pas la bonne. Parce que ça ne sert à rien. Le Premier ministre par intérim, le colonel Maïga l'a dit, c'est une affaire bilatérale. Tout à fait. Maintenant, si M. Alassane Dramane Ouattara décide d'internationaliser le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Première des choses. Je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, que les Ivoiriens ne sont pas informés. Ça, c'est quand même, c'est le b.a.-ba. Mais on veut que les Ivoiriens, de manière moutonnière, suivent M. Ouattara et disent oui, les Maliens n'ont qu'à libérer, les autorités maliennes n'ont qu'à libérer ces 46 soldats. On ne peut pas le faire parce que nous avons notre cerveau et nous voulons comprendre. Jusque-là, je dis bien, peut-être qu'il y a peut-être un épisode qui m'a échappé, mais toujours est-il que, au niveau des autorités ivoiriennes, ils n'ont pas encore donné la possibilité aux gens de comprendre. Et comme ils veulent, d'après l'intention qui certainement se décide, nous leur disons qu'ils n'ont qu'à. Alors, c'est pour ça que nous avons posé la question, puisque l'article 104 de la Constitution ivoirienne, nous sommes des légalistes. Et on respecte la loi, et c'est d'ailleurs pour ça. Je sais que M. Alassane Dramane n'a jamais respecté la loi. Mais pour une fois qu'on lui donne la possibilité, en utilisant l'article 104, puisque c'est l'Assemblée nationale, c'est d'aller expliquer devant l'Assemblée nationale pour que nous puissions savoir ce qu'il y en est. Donc, monsieur, nous l'avons dit, est-ce qu'il y a une volonté réelle de M. Ouattara et son régime de libérer ces personnes? Pour ma part, au niveau des analyses que nous faisons, nous pensons que non. En réalité, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et je suis d'accord avec le frère qui a parlé tout à l'heure, et nous l'avons déjà dit sur plusieurs chaînes, en ce qui concerne ces différents éléments, c'est ce qu'on appelle la guerre par proxy, c'est-à-dire que la guerre par procuration. Parce qu'on ne peut pas comprendre, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait l'analogie entre l'agression de la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002, qui a eu les négociations au Togo, et au moment où les choses devaient avancer, on s'est retrouvé à Marcoussis. C'est pareil. Parce que ici, on peut voir la démarche de M. Eyadema en fort, qui a quand même produit la libération de ces 3 femmes. Et véritablement, on n'a rien compris. Il y a eu un communiqué du Conseil national de transition venant mettre de l'huile sur le feu. Donc, du côté d'Abidjan, nous pensons que
ce n'est pas, l'intention n'est vraiment pas, je le dis avec beaucoup de sûreté, l'intention n'est pas de libérer ces soldats-là. Parce que quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, on ne le fait pas comme ça. Deuxième élément, j'ai parlé tout à l'heure de Mme Pilcheri Balé, qui est revenue et qui a dit devant tout le monde, sa vidéo existe, qu'elle peut tout faire pour qu'on libère ces soldats. Mais pourquoi on ne l'a pas pris au mot? Et au lieu de la prendre au mot, qu'est-ce qu'on fait? On la kidnappe, on la met en prison. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'anguilles sur roche. Et je suis d'accord. Nous faisons des analyses. Et on essaie de voir. Nous savons que, effectivement, ce qui en est, c'est qu'on voulait prendre, enfin, d'abord, ces personnes, certainement, au vu des informations que nous avons, ne peut pas avoir tant d'armes qui a été présenté par les autorités du Mali pour un certain nombre de personnes. C'est pas possible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, les autorités du Mali ont appelé les autorités ivoiriennes pour leur demander. Je vous ai dit, dès le départ, il y a eu un déni. Ils ont dit, ils ne les reconnaissent pas. C'est 2 jours après. Et après, on voit une sommation, etc., qui ne produit rien. Donc, pour ma part, je pense que M. Alassane Dramane Ouattara a un calendrier caché. Il a un calendrier caché parce que la démarche qu'il met, ce n'est pas une démarche de quelqu'un qui a envie de libérer ces personnes. Et véritablement, je pense que c'était un débat qui a cours, puisque les gens de la CEDEAO, c'est là notre étonnement. Je vous ai dit, après la réunion de l'ONU, on a vu des annonces fracassantes annonçant l'arrivée des gens de la CEDEAO. Bien avant même, ils ont fait une réunion. Et ce qui est assez paradoxal, ils ont fait une réunion à l'ONU où ils ont condamné à la fois le Mali et la Guinée. Ce qui est quand même assez ubiesque de comprendre qu'une structure sous-régionale africaine va faire une réunion à l'ONU, aux États-Unis, n'invite pas le Mali et la Guinée et prend des sanctions contre ces pays. Au préalable, nous savions un peu comment cette structure a agi avec des conditions iniques. Nous l'avons dit, on ne va pas revenir sur comment on appelle les sanctions et embargos illégitimes et illégaux qui ont été faits. Aucun, je dis bien aucun texte de la CEDEAO ne demande à ce qu'on fasse un embargo sur un pays. Ils l'ont fait à l'époque contre la Côte d'Ivoire, ils l'ont repris contre le Mali. C'est véritablement, nous avons un clan, excusez-moi l'expression, de sorciers. Nous avons une structure de la CEDEAO qui véritablement n'a de nom que parce qu'elle a droit au micro, mais qui en vérité n'a aucune assise ou aucun impact sur les populations. Parce que la solidarité des peuples, c'est une réalité. Par contre, nous avons une solidarité d'un groupuscule d'élite. On pourrait même appeler peut-être, excusez-moi l'expression, pour prendre l'expression d'une junte, quelque part, puisque le mot junte, c'est une question de réunion, d'une junte de la France-Afrique, qui aujourd'hui, au vu de des injonctions de leur chef, agissent pour leur chef. Le problème du Mali, le premier ministre comment on appelle, par intérim l'a dit, c'est un problème bilatéral et c'est un problème qui est confié à la justice. Je dis pour ma part, ce que je constate, c'est que la solution judiciaire va continuer et elle va nous permettre, peut-être que c'est là que nous, qui ignorons réellement les tenants et l'aboutissement de cette affaire, c'est là, puisque lorsqu'il y aura le procès, et nous souhaitons que le procès soit public, c'est-à-dire ce que nous écoutions, et les avocats des 46 mercenaires restants, et comment on appelle, le procureur de la République, pour que nous comprenions ce qui s'est passé, et que véritablement, on ne cherche pas à cacher, parce que comme on le dit, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Ici, on veut que l'arbre cache la forêt. Il y a eu une intention. M. Sarasoro a reconnu qu'il y a eu des manquements. Et à demi-mot pratiquement au Togo, il a présenté des inscrits de la Côte d'Ivoire et on ne sait pas quel est ce rétropédalage qui s'est passé. On ne sait pas si ça a été des injonctions du chef, M. Macron, pour qu'il y ait cette situation. Et nous pensons véritablement que lorsqu'il y a eu ces réunions, on l'a vu assez malencontreuse de voir à l'ONU, M. Macron a appelé le président du Sénégal. Macky, tu es où? C'était quand même honteux. C'était pitoyable de comprendre que ce petit enfant de 44 ans qui est de l'homme, mon petit frère, qui s'amuse avec nos chefs d'État, des personnes que nous voulons, nous donnons de l'autorité, que nous respectons. Parce que c'est ça aussi. Si nous ne respectons pas nos autorités, qui va les respecter? Même quand elles déconnent, comme ça se passe avec M. Alassane Dramane Ouattara et d'autres, on leur dit, bon, on va quand même leur donner des possibilités. Et je pense que c'est pour cela, la démarche des autorités du Mali est une démarche sage. La sagesse les recommande parce que ces personnes auraient dû
dès le départ, dit à la justice d'engager le procès. Parce que si le procès a lieu, bien évidemment, la presse sera, on va écouter, on va entendre qu'il y a 4 versions, puis cela a été dit. On va voir peut-être la nationalité ou bien, je ne sais pas, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, qu'il y aurait des personnes qui ne sont pas d'origine ivoirienne qui seraient impliquées. Vous voyez? Mais les autorités maliennes veulent véritablement utiliser la voie de la sagesse pour qu'on résolve le problème. Mais de l'autre côté, ceux qui sont en tort, nous qui sommes en tort, je dis bien en tant qu'Ivoiriens, c'est nous qui voulons, parce que nous avons eu une injonction de X ou Y, de pouvoir prendre ce problème et donner l'impression que nous avons raison. Et je trouve que c'est quand même assez bizarre. Et je suis quand même étonné qu'en Côte d'Ivoire, quand j'ai parlé du problème du président Laurent Gbagbo, comme on appelle, du président Bédié, je l'ai dit pour expliquer que s'il y avait cette volonté réelle de comprendre, on aurait constitué une commission pour aller, parce que quand même, le président Gbagbo, c'est quand même une personne respectable. Le président Henri Konan, c'est une personne respectable. Même pas elle-même soit présente, mais envoyer des personnes. Et cette commission aurait eu je vais dire, le tact de pouvoir discuter de manière diplomatique avec les autorités maliennes et on aurait eu une voie, une issue favorable. Mais tel n'est pas le cas. Mme Chérif Barré qui est revenue, elle a été mise à l'ombre. Toute personne qui veut parler autre chose, on essaie de les bloquer. La Côte d'Ivoire est dans une démarche, je vais dire, de crabe. Une démarche qu'on appelle de crabisme. On ne sait pas ce qu'il y en est, puisque quand les autorités parlent des otages, nous sommes quand même étonnés. Le colonel Abéi a été kidnappé au Ghana. Le ministre Charles Blé Goudé a été kidnappé au Ghana. On a failli faire venir M. Kone Katina. Mais sur quelle base? À partir des événements de 2010. Et d'ailleurs, Charles Blé Goudé qui a été kidnappé au Ghana, il a passé 14 mois à la DST, ensuite on l'a déporté à la CPI. Donc, demander à ce qu'on estrade, comment on appelle, une personne qui, dans un pays, commet des forfaits, on a vu M. Néa, Camara, ce qui s'est prononcé. Et nous, c'est quand même, c'est grave ces propos. C'est grave de venir faire une conférence de presse au Vallon, non loin même je vais dire à Cocody, pour ceux qui connaissent, non loin de la résidence, comment on appelle, non loin du plateau, où se trouve le palais présidentiel, et cette personne est encore en Côte d'Ivoire, alors que ce que cette personne a dit, c'est trop grave, on ne peut pas se permettre de faire de la Côte d'Ivoire cette base arrière qui va permettre à ce qu'il y ait une insurrection. Maintenant, s'il y a cette volonté que les gens nous le disent, et nous le savons, on sait qu'il y a quelque chose que les gens préparent, puisque la démarche de la CEDEAO depuis le départ, lorsqu'il y a eu les autorités, l'avènement des transitions, de cette transition-là, on a vu la démarche, comme je l'ai dit, il y a eu des mesures qui ont été prises qui sont iniques, qui sont insupportables, qui sont illégales, illégitimes. Et véritablement, on voit bien que dans cette démarche, il y a quelque chose qui cloche. Et M. Alassane Dramane Ouattara, certainement, comme je le dis, je continue de le dire, il a un autre calendrier, mais je ne pense pas que son objectif, c'est de libérer ces prisonniers-là. C'est le calendrier qui suit, c'est un peu de chauffer les gens, donner l'impression qu'effectivement, voilà, on fait des choses, mais il a un autre calendrier qui n'est pas le calendrier que beaucoup d'Ivoiriens, peut-être de bonne foi, voudraient. Sinon, c'était un petit problème qu'on pourrait résoudre le plus facilement et le plus simplement possible. D'accord, merci à vous, M. Tapé Kourbera, et nous, on va faire un petit détour au standard pour apprécier également, recueillir les avis de ces nombreux appelants qui nous attendent au standard. Monsieur Bernard, vous nous attendez au téléphone depuis un moment. Votre contribution autour de ce dossier, pourquoi ça coince? Bienvenue. Allô? C'est-à-dire également que grâce à la population est possible. Alors, je voudrais ici dire un point de vue sur cette actualité du temps, qui est la résolution posant le gouvernement malien au gouvernement de l'Ivoire en rapport avec les 40 soldats ou bien c'est on se trouve. En fait, ma proposition paraît insolite, peut-être rocambolesque, mais en fait, j'ai souhaité simplement qu'elle soit un peu au-delà du blocage diplomatique qu'on connaît actuellement. Ils sont 46 mercenaires et une solution pacifique de résolution de ce conflit, ce serait
de demander à ces jeunes Ivoiriens bien entraînés, bien forts là, de développer ou alors de créer un champ de 46 hectares quelque part au Mali, c'est pas à Gao ou à Mopti. Un champ qu'ils vont créer et entretenir, et ils semer peut-être du mil ou du sorgho jusqu'à ce que cela commence à pousser. Après quoi, ils pourraient rentrer en Côte d'Ivoire. Et si on trouve que 46 hectares, c'est beaucoup, on peut réduire à 23 hectares ou encore à 12,5 hectares. Et si les 3 autres dames n'étaient pas parties, elles pouvaient assister les 46 autres par la cuisine, par exemple. Donc, c'est une possibilité de sortie, de solution qui est visiblement, disons, digeste, nuisible, enfin pas nuisible, et qui peut peut-être inspirer les 2 États. Ça nous évite d'être dans le blocage actuel. Voilà ma petite proposition de solution par rapport à ce conflit qui dure déjà beaucoup et qui peut entraîner beaucoup de dégâts. Je sortirai, sans oublier, dire One Love à certains panafricains qui interviennent régulièrement sur les plateaux d'Afrique Média là, ou en duplex, à savoir le général Issa Diawara, le jeune Nestor Kodassier et M. Isaac Kofi. Il leur dit One Love, bon courage à Afrique Média, à la prochaine. Comme Bernard. Voilà, Cameroun. Merci à vous, Monsieur Bernard Com, pour votre contribution dans le cadre de cette édition. Au standard, bonsoir, bienvenue, vous présentez votre contribution. Nous vous écoutons. Allô? Vous êtes en direct sur Afrique Média. Allez-y, nous vous écoutons. Attends, je vais appeler, pardonnez. Madame, allô? Nous vous écoutons, bienvenue. Bonsoir, Fabrice Ndoum. Bonsoir à tous les panélistes sur le plateau. Cette affaire des 46 soldats, franchement, je pense que c'est une perte de temps. Les frères sur le plateau l'ont dit, c'est une énorme perte de temps. Il faut détourner le président Assimi Goïta de ses objectifs, à savoir libérer et pacifier le territoire malien. Et c'est ce qu'ils sont en train de gagner. Sinon, Draman Ouattara sait que ce sont des terroristes qu'il a envoyés au Burkina Faso, au Mali. Et par conséquent, on les a étant arrêtés, ils ont livré tous les secrets et tout le monde est incriminé. Maintenant que l'ONU, qui au départ a dit qu'elle ne les connaissait pas, revient encore dit qu'elle les connaît, c'est parce que l'ONU même est impliquée, Alassane Ouattara aussi, utilise cette affaire pour faire du chantage à l'ONU. Comme quoi, si je suis incriminé, vous le serez aussi. On a dit au président Assimi Goïta, de faire, de juger cette affaire-là. Un procès ouvert, de faire une conférence de presse et ouvert à tous les médias, et puis il convoque tous les médias. Il fait une conférence de presse, il convoque tous les médias. Et puis, tout le monde sera informé de ce qui est la réalité, quel est le visage, quelle est la complicité de l'État ivoirien. Parce que tout ce que nous voyons, nous nous rendons compte que l'ONU, le Mali détient tellement de preuves sur l'implication de l'ONU dans le terrorisme organisé là-bas. Le Mali détient des preuves sur l'implication de l'OTAN. Donc, ce qui fait qu'ils ne vont jamais juger cette affaire-là. Donc, au Mali maintenant de prendre la responsabilité sur lui, de juger ces terroristes-là. Et puis on en finira. L'Afrique a d'autres débats, l'Afrique a d'autres choses à faire. On a trop de défis à relever. Ça, c'est une perte de temps. Tout le monde sait que c'est des terroristes. Ce sont des malfrats qui sont au Mali, qui partaient destituer, qui partaient assassiner le président Assimi Goïta. C'est comme l'histoire du procès du président Laurent Gbagbo. On vous dit qu'il y avait 30 000 morts, mais par conséquent, la CPI s'est focalisée sur cette femme d'Abobo. C'est la même chose. On dit que le Mali est attaqué par des terroristes. On nous parle de 46 mercenaires. Ça dit que toute la vie des Maliens, les Maliens peuvent mourir. C'est pas un grand problème.
Mais c'est les 46 mercenaires là qui est le souci de l'ONU, de Dramane Ouattara et de l'OTAN. Ça veut dire qu'il y a problème. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions d'être passés pour apporter votre contribution dans le cadre de ce fait d'actualité. On reste au téléphone. Bonsoir, bienvenue. Vous vous présentez votre contribution pour tenter de comprendre pourquoi est-ce que la médiation de la CEDEAO n'a-t-elle pas porté des fruits, du moins jusqu'ici. Bonsoir, bienvenue. Allô? Au téléphone, bonsoir. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bienvenue à l'antenne. Nous vous écoutons. Bienvenue. Bonsoir. Allô? Monsieur, bonsoir, bienvenue, nous vous écoutons. Bienvenue à l'antenne, bonsoir. Est-ce que nous l'avons cet appelant qui est pourtant là afin d'apporter sa contribution également dans le cadre de ce fait d'actualité? Nous évoquons donc ce blocus observé sur le dossier lié aux 46 mercenaires ivoiriens retenus du côté du Mali. Djamal, vous nous retrouvez à l'antenne, Djamal. Cela fait bientôt plus de 3 mois et 4 jours donc que ces soldats sont donc détenus, retenus du côté de Bamako. Les multiples actions menées, que ce soit par la CEDEAO, l'ONU et tout ce qui va avec, n'ont pas donné gain de cause. Et, le Mali évoque un dossier désormais judiciaire alors que beaucoup pensent que c'est un dossier qui devrait être réglé bilatéralement entre deux États frères. Alors on est donc dans un véritable statu quo. Pendant ce temps, ce sont les familles, du moins ces militaires qui tirent désormais, on va dire, le diable par la queue. Que doit-on faire? Est-ce que la démarche du président Alassane Dramane Ouattara semble, à votre avis, objective dans le cadre du traitement de ce dossier? Djamal, bonsoir. Mais il faudrait qu'on soit il faudrait qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Soyons sérieux. Mais comment? Mais mon cher frère Doum, j'envoie des gens pour t'éliminer. Tu les arrêtes. Et après maintenant, quelle négociation je veux entamer? Donc je veux aller voir d'autres personnes, le voisin d'à côté pour venir te parler. Et si bien même le voisin vient te parler, il y a quand même du respect, il y a de la courtoisie. Mais comment? Les Maliens doivent amener cette affaire en justice. Les juges maliens doivent les juger. C'est une affaire bilatérale. Et les Maliens doivent les juger afin qu'ils soient condamnés. Si maintenant Assimi Goïta veut maintenant les libérer par une grâce présidentielle, ça dépend de lui. Et même jusqu'à dépendre de lui, ça dépend du peuple, hein. Ça dépend de la population malienne. Hein. Parce que je vous assure, si ce forfait était passé, qu'ils arrivaient et qu'ils finissaient, c'est Assimi Goïta et les autres colonels et les autres officiers et même les autres administrateurs qui étaient là. Où serions-nous? N'oubliez pas que c'est au même moment que Macron arrivait au Cameroun. Ça veut dire qu'il devait souffler à l'oreille des pauvres là pour lui dire que, bon voilà que Assimi Goïta, on a fini avec lui, alors si tu ne cèdes pas, c'est ce qui va t'arriver. Et c'est ce qui se passe avec le fils de Déby. Le fils de Déby au pouvoir, pourquoi? Pour le fil les oreilles, pour dire que tu as vu comment ton père est mort, c'est ce qui va t'arriver. Donc marche avec nous. Donc ne jouons pas à la comédie. Et cette affaire doit être, les Maliens qui veulent s'en sortir, il faut juger ces gens. Et en plus, on dit qu'on va les rapatrier en Côte d'Ivoire. Ils ont quelle nationalité? Puisque c'est vous qui nous informez, vous les journalistes. Et bravo à Free Média. Et grâce à vous quand même depuis hier, nous avons les informations de nos propres frères noirs qui se retrouvent en Ukraine. Pour faire quoi? Donc vous comprenez un peu ce sale jeu que ces Occidentaux nous montrent. Mon cher frère, je vous ai toujours dit que les seuls vrais blancs, c'est les Russes. C'est les Russes que vous voyez là, qui sont en train de lutter contre le mal. Et derrière ce mal, se cache qui? Un groupe de Juifs. Un groupe de Juifs qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés. Et aujourd'hui,
manipulent nos propres frères noirs pour les mettre dans des postes, pour les mettre dans des sectes, pour les exterminer, pour poser des actes qui sont illégaux et qui sont inappréciables. Et regardez Zelensky, c'est un juif. Et toute la réunion de ces occidentaux, c'est que quoi? C'est qu'il faut détruire le mal. Ils se disent pour eux que le mal, c'est qui? C'est la Russie. Alors que la même Russie lutte pour nous autres. Donc soyons un peu honnêtes. Que les Maliens soient éveillés et comprennent qu'ils doivent aller au jugement. Ils doivent les juger. Pas question de les libérer. Bon, voilà que tous les émissaires sont passés. Pourquoi c'est bloqué? Parce que chaque émissaire connaît la vérité de ce qui est à l'intérieur. Donc c'est des rebelles. Et on dit qu'on va les libérer. Pour donner à quel pays? S'il y a des libérés à l'intérieur, ils seront en Côte d'Ivoire. S'il y a des Togolais, s'il y a des Sénégalais à l'intérieur. Alors si maintenant, après le jugement, le président veut faire grâce, il peut décider que les Togolais rentrent chez eux, que les Sénégalais qui sont des médecins rentrent chez eux, ça va dépendre des Maliens. Mais en ce moment, ne jouons pas à ce jeu. Parce que si vous entendez, vous entendez l'interview de Laurent Gbagbo, lorsqu'il est allé dans son village, on nous parlait d'Alassane Draman Ouattara, vous lisez le documentaire, vous comprenez beaucoup de choses que nous avons affaire au diable. Et si les Maliens s'amusent, si un jour se retrouvent dans ce genre de situation, qu'ils soient éveillés, qu'ils comprennent que la coopération avec la Russie et la Chine, c'est la meilleure coopération. Avec l'Iran, c'est la meilleure coopération. Donc, le reste que vous voyez des plans là, qu'ils soient arabes blancs, ou arabes ou blancs européens, il faut beaucoup faire attention. Et qu'ils comprennent que l'Algérie soit sincère. Que les Noirs là ne comptent pas trop sur l'Algérie. Et c'est valable pour les Burkinabés. Que Ibrahim Traoré qui est venu au pouvoir là, que la population le contrôle. Il ne peut pas marcher au rythme de la population. La même population sort et on le chasse. Afin qu'un vrai panafricaniste arrive au pouvoir. Mais regardez les Asiatiques. Les Asiatiques refusent. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, ce sont des patriotes militaires et civils. Petits policiers jusqu'aux grands policiers. Petits militaires jusqu'aux grands militaires. Petits gendarmes jusqu'aux grands gendarmes. Petits douaniers jusqu'aux grands. C'est des patriotes. Avec maintenant des civils. Voilà pourquoi là-bas chez eux, ils vivent à l'aise. Comment nous avons tout, nous miserons. Donc il n'y a pas de débat à faire là-bas, que les Maliens les jugent. Que le Seigneur vous garde. Merci à vous, Jamal. Sauf qu'il y a donc comme une nette volonté des autorités de Bamako de vouloir parvenir effectivement à l'extradition, le rapatriement de certains opposants nocifs donc au développement malien du côté de la Côte d'Ivoire. Et donc voilà certainement où le dossier est bloqué. On continue à vous écouter au téléphone. Bonsoir, bienvenue, vous présenter votre contribution autour de ce dossier. Allô? Nous recevons très mal cet appelant au téléphone qui est pourtant avec nous. Madame, monsieur, bonsoir. La qualité de l'écoute n'est pas au beau fixe. J'ai l'impression que c'est monsieur Jean qui nous retrouve depuis les États-Unis. Merci de vous repositionner au téléphone. Bonsoir. Allô? Ils sont les arrêtés au Mali. Moi, je pense que on ne doit pas laisser les bandits venir détruire l'Afrique. On doit les juger et les condamner sur place. On ne doit pas faire l'erreur avec. Je pense que le président malien doit prendre des choses en main. Il ne doit pas blâmer. On laisse l'affaire que le président Alassane Ouattara est en train de faire de toutes ces Afriques. Donc, c'est ce que je voulais vous parler, vraiment. On ne doit pas laisser ça. Votre contribution est bien enregistrée. Un autre, sinon un dernier appelant au téléphone, bonsoir. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bienvenue. Allô, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Allô? Vous êtes en direct, bienvenue. Pardon? Nous vous écoutons, vous êtes en direct sur Afrique Média Télévision, bienvenue. Ok. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Afrique Média.
Et je salue vos invités qui sont quelque part sur le plateau en différé. Et moi, je voudrais tout simplement, tout ce qui se passe aujourd'hui, l'histoire de 46 personnes, disons, des mercenaires qui sont au Mali, c'est pas une question aujourd'hui de faire grâce à ces personnes. Parce que ce sont des gens, parce que c'est ça qui tue l'Afrique aujourd'hui. Parce que voici des gens qui sont quittés dans leur pays, parce qu'ils ont eu de l'argent, on leur donne quelques billets, hein, on les a donné quelques billets de merde, aujourd'hui ils viennent tuer leurs propres frères. Mais malheureusement, Dieu est pour tout le monde. Dieu a fait aujourd'hui, on les a arrêtés au Mali. Mais c'est pas une question d'avoir, comment dirais-je, l'histoire d'aller s'asseoir sur l'arbre à para pour discuter. Ce sont des gens qui sont venus tuer. Ah donc, comme ils sont venus tuer là, on va pas les faire cadeau. Présentement, les Maliens même les ont fait cadeau parce qu'ils pouvaient les tuer sur le champ. Mais ils ont réfléchi. Et comme ils ont réfléchi, aujourd'hui ils sont en vie. Donc, le problème aujourd'hui, c'est pas pour les libérer. On doit juger ces gars-là. Et qui les envoyait doit dire le nom de ceux qui les envoyaient pour faire du mal à la population, comment dire, malienne. Parce que les Maliens sont là, ils veulent développer leur pays, ils n'ont pas affaire à la sous-région, ils ne sont pas partis dans la sous-région pour faire de la guerre. Tout simplement, ils ont appelé des gens pour les aider, pour protéger leur pays. Ah, c'est ça qui est le mal. Et on envoie des gens pour les tuer. Et maintenant, la Côte d'Ivoire qui est là parce qu'il s'est dit, il pense que la Côte d'Ivoire au-dessus de tous les pays en Afrique. Non. Non. Donc, présentement là, moi, si les Maliens s'amusent, si le président Goïta, le colonel Goïta s'amuse aujourd'hui à dire que ça va passer dans une histoire de Africain, on va régler ça à la manière africaine, non. Lui, il sera bombardé même par tous les pays africains, le Mali. Ça on ne va pas pardonner ça. Parce que présentement, par exemple, si on continue dans ce genre de trucs-là, l'Afrique ne va pas avancer. L'Afrique ne va pas avancer. Parce qu'aujourd'hui, des gens qui sont tapés à l'ombre, qui prennent l'argent des Chinois, des Européens, des Français surtout, pour venir pour mettre le pays en retard, là, on doit les mettre sous le teignoir. Ça, c'est propre. Pour moi, il n'y a pas de discussion dans ça, là. Il n'y a pas de discussion. On doit les juger et les condamner. S'il faut même les faire, hein, ce qu'ils veulent de ces mercenaires, qu'ils le fassent. Et puis on est tranquille. Parce que un pied dedans, tu as 3 pas en arrière, là, ça perd le temps. Et puis, moi, les Maliens, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez du travail à faire. Donc, c'est pas l'histoire de 46 mercenaires, là, vous allez perdre longtemps. Ils vont venir chez vous, à chaque fois, parler avec vous, là. Dites-leur que vous n'avez plus le temps de discuter. Et maintenant, l'histoire est dans la main de la justice. Et c'est la justice qui va trancher. Donc, vous ne recevez plus personne. S'ils veulent parler là, ils n'ont qu'à envoyer les avocats. Quand tu vas n'a qu'à envoyer les avocats chez au Mali là-bas pour défendre ces gars-là. Si ce sont vraiment des choses, comment dire, les Ivoiriens. Ça, c'est la moindre des choses. Merci. Allez, c'est nous qui vous remercions, Monsieur Jean, d'être passé par ici depuis les États-Unis. Sylvain, je me retourne vers vous. Et puis là, on veut davantage comprendre donc Sylvain Grouillure. On veut comprendre effectivement ce silence de l'Union africaine, du président de l'Union africaine, qui est d'ailleurs qui s'est donc entretenu avec les autorités Bamako. Est-ce que ce silence voudrait dire dans le fond que le dossier est suffisamment grave et qu'il a peur, on va le dire comme cela, de se prononcer sur ce dossier, qu'il faudra uniquement s'en tenir, on va le dire, à la bonne foi des autorités de Bamako pour un dénouement, on va le dire, un peu plus apaisé autour de ce dossier? C'est bien de me redonner la parole, mais en même temps, je vais corriger quelque chose sur le plateau. Pour tous ceux qui veulent parler, quand ils veulent parler, ils ont le droit, hein, ils ont le droit. Mais quand on regarde, quand on parle de droit, le droit fait partie de tout ce qui est loyal, tout ce qui est loyal, tout ce qui est constitutionnel. Le droit fait partie du constitutionnel. Alors, quand on parle du droit aussi, il faut savoir que l'Africain ou l'Ivoirien ou le Malien ou le Camerounais a le droit de dire qui doit être mon président.
Alors, quand on dit président, c'est quelqu'un qui préside une institution, c'est quelqu'un qui préside tout ce qui fait partie d'une constitution, ce qui fait partie d'une loi. Alors, du moment où une personne se déroute d'une loi et qui lui-même, comment dire, qui est l'échelle de cette personne-là qui désobéit aux lois, il ne s'appelle plus président. C'est un commanditaire. Alors, le commanditaire, c'est qui? C'est celui-là qui participe d'une façon ou d'une autre à tout ce qui est anticonstitutionnel. Lui, c'est un commanditaire. Alors, quand on appelle Alassane Draman Ouattara sur ce plateau président, je vois que vous êtes en train de vous-même dire que vous légalisez, sinon vous le reconnaissez en tant qu'un protecteur d'une institution. Dans ce cas-là, qu'on ne dise pas que ces gens qui l'envoient au Mali sont des mercenaires, puisque lui est lui-même le représentant d'une loi. Moi, je parle d'une autorité, celui-là qui représente mes institutions, celui-là qui respecte les lois de mes institutions, de ma constitution. Alors, c'était juste une parenthèse. Maintenant, vous avez dit ici pourquoi les gens gardent silence. C'est comme quand tu pars à un examen. Tu penses pouvoir maîtriser l'exercice qu'on va te proposer. Tu arrives là-bas et puis tu trouves que l'exercice lui-même, là, il est au-dessus de ta compétence, au-dessus de toi-même. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger tes ongles, tu vas rester calme. Alors, quand ils sont allés au Mali, ils ont pensé qu'ils allaient tendre un piège à Assimi Goïta. Le piège, c'était quoi? Bon, on est venu discuter avec toi pour la libération de ces 46 soldats. Alors, si Assimi Goïta accepte que ce sont des 46 soldats, donc il reconnaît qu'ils sont légaux. Quand tu dis, je libère des soldats, bon, la libération de ces soldats-là, c'est au seuil de quoi? D'un compromis. Mais c'est quoi le compromis? Il n'y a pas de compromis, et puis tu vas dire, d'accord, comme il y a eu une négociation, je les libère. Mais contre qui tu te bats? Donc, qu'est-ce que Assimi Goïta a fait? Il a pris ce qu'on appelle 46 soldats, selon eux, de la Côte d'Ivoire. Il a pris 4 dedans. Il dit, comme vous dites qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Je vais aller dans votre sens. Moi aussi, je veux croire aussi qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire. Il prend 4 dedans, il les fait asseoir. Mes frères qui viennent de la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire a été colonisée par un pays qu'on appelle la France. Et la Côte d'Ivoire, il y a 64 ethnies. Bon, vous les 4 là, vous parlez quelle ethnie de la Côte d'Ivoire? J'aimerais que vous vous exprimez devant ceux-là qui sont venus négocier pour vous. Là, il n'y a plus rien à dire. Donc, en réalité, on n'est pas allé discuter pour des soldats ivoiriens. On allait discuter pour quel type de soldats. Alors, parmi ces gens-là, ces djihadistes, ces rebelles qu'on a présentés, il y avait des Sierra Leonais dedans. Il y avait des Libériens dedans. Donc, on nous dit qu'en Côte d'Ivoire, parmi les 64 ethnies en Côte d'Ivoire, il y a des Sierra Leonais dedans, il y a Libériens dedans, il y a Tchadiens dedans. Qu'on nous dit ça. Alors, quand ils s'en vont, plus ils sont en face d'une réalité, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils sont obligés de garder silence. Même si c'est leur maître qui les a envoyés, mais quand ils vont voir leur maître, ils vont dire, ah, maître, sincèrement, nous, on ne savait pas comment se défendre là-bas. Parce que moi-même, j'ai vu mon cousin là-bas aussi. Et comme mon cousin n'est pas ivoirien, donc qu'est-ce que je pouvais dire là? C'est comme si moi-même, je m'accusais. Donc, maître, je ne sais pas comment je vais défendre ce dossier-là. Alors, ils vont chercher une autre stratégie. Mais en attendant de chercher une autre stratégie, mais il faut les faire endormir. Donc, continuons de demander à Alassane Draman Ouattara, le djihadiste, de continuer de mettre pression en attendant qu'on trouve une autre solution. Mais comme je viens de vous le dire, le but n'est pas de libérer ces gens-là. Je suis en train de vous dire que la France est en train de mener la guerre à Assimi Goïta. C'est pas Ouattara. Mais ils utilisent Ouattara et ses clans bornés qui, excusez-moi du terme que je vais employer, qui boivent de l'eau par les narines. Hein? Bien qu'on casse leur maison du jour au lendemain sans leur donner un abri, mais malgré tout ça, ils vont acclamer celui qui casse vos maisons. Alors, ils utilisent ces bornés-là parce que ce sont des gens qui ne réfléchissent pas loin. Tu leur montres leur village du bout de doigt, eux, ils regardent ton doigt. Donc, ce sont les gens qui ne réfléchissent pas loin. Donc, ils vont utiliser ces gens qui sont bornés parce que c'est ce que l'Afrique est à leurs yeux. Nous sommes des bornés. Nous sommes des irréfléchis. Donc, quelqu'un qui réfléchit, il est mis à mort. Quand Gbagbo réfléchit trop, c'est son péché qui est là. Thomas Sankara réfléchit trop, c'est son péché qui est là. Vous-même, Afrique Média qui êtes là. Combien de fois on vous a mené le bâton dans les roues? Combien de fois? C'est parce qu'on trouve que ces gens-là réfléchissent. Mais si on doit utiliser des gens, à leur fin, ils vont utiliser des gens qui ne réfléchissent pas. C'est pourquoi ils utilisent Ouattara. Et comme je vous le dis aujourd'hui, Ouattara n'est que le pont qui lie la Russie à la Crimée. C'est tout. Ouattara n'est que le pont. C'est-à-dire que quand le pont va se casser là, ils vont créer un autre pont. Donc, ce n'est pas Ouattara le problème. Celui qui a le problème là, c'est le maître de Ouattara.
Donc, ils sont en train de faire la guerre au Mali. Mais en attendant que leur plan d'atteindre le Mali arrive, on va distraire le Mali sur les 46 soldats. Mais c'est ce que Assimi Goïta doit refuser. Aujourd'hui, il y a mieux à faire. Ce qu'il y a à faire là. Au nord, il y a les rebelles, il y a les djihadistes. On en est où? C'est tout. C'est tout. Et puis on dit, je vais encore rebondir encore sur le fait que les gens sont froids. On ne reste pas dans l'eau pour vouloir être sec. On ne se sèche pas étant dans l'eau. Si tu veux te sécher là, tu sors dans l'eau. Alors les gens qui sont froids là, c'est parce qu'ils savent que là où ils sont rentrés là, c'est de l'eau. Maintenant, s'ils pouvaient sortir de l'eau là, en ce moment, ils pouvaient être secs. Ils sont dans l'eau, ils veulent se sécher. C'est pas possible. Je veux dire quoi par là? Tu dis que tu te vas enlever, problème. Et puis toi-même, tu te trouves en problème. Parce que eux là, entre eux puis les maîtres, les gens qui les ont mis là, ils sont dans le problème avec les maîtres. Parce qu'ils doivent faire ce que les maîtres leur demandent de faire, sachant que derrière eux, il y a une population qui les assiste, une population qui les pointe du doigt. Donc ils sont entre deux feux. Ils vont faire comment? Ça les dépasse. Donc ils doivent rester froids. Mais vous allez voir que quand la solution sera trouvée pour avoir accès à Assimi Goïta, c'est là ils vont commencer à se prononcer. C'est là ils vont commencer à se prononcer. Quand ils étaient devant Gbagbo Lora, ils ont dit quoi Gbagbo Lora? Libère les prisonniers que tu as pris. Même il y a quelqu'un, c'est à propos qui a volé, qui est allé au Burkina. On dit que Gbagbo n'a qu'à les libérer. Mais quand Gbagbo s'est libéré là, les a libérés, est-ce qu'ils se sont arrêtés là? Ils ont poursuivi Gbagbo. Jusqu'à ce qu'ils ont mis la main sur Gbagbo. Tué les proches de Gbagbo, on les a mis en exil. Gelé les comptes, ils sont morts. Mais Assimi Goïta doit se souvenir de ça. Parce que si c'est toi on attrape, ils ne vont pas te laisser. Ils ne vont pas te laisser. Alors, soit tu es comme Erdogan, tu prends ces gens-là, tu les juges à ta façon. Je dis bien à ta façon. Parce qu'ils sont rentrés à leur façon. Donc tu les juges à ta façon. Abraham Maïga dit, on va répondre du tic au tac. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu m'agresses, je t'agresse. Comme ils sont rentrés à leur façon, juge-les à ta façon. Voilà. Il n'y a pas de discours ici. Il n'y a pas de discours ici. Ça là, mes frères, je vous aime tellement. J'aimerais dire ne salissez pas votre plateau avec ce genre de sujet-là. Il y a des problèmes à la frontière du Mali. Il y a des problèmes à la frontière du Burkina. Il y a des problèmes à la frontière de la Guinée. Parlons de ça. Parce que ça là, vous allez salir votre émission. Parce que ça n'en vaut même pas la peine. Quand vous dites ça, votre il est content. Ah, j'ai réussi à les distraire, hein. Les gens, j'ai réussi à les distraire. Mais il doit savoir qu'il a en face de lui des personnes qui sont intelligentes. Afrique Média est la seule chaîne qui s'est dressée dans des conditions où tout le monde fermait la bouche. Les gens ont pensé que c'est fini pour eux, ils vont fermer la chaîne. Ils sont encore présents. Donc c'est pas ces trucs-là, ils vont venir parler sur le plateau. Pour tout le respect que j'ai pour Afrique Média, ce genre de sujet-là, si on vous dit d'aborder, dites à vos patrons, sincèrement, patron, j'aime bien mon métier, mais ça là, je pense pas que c'est un sujet. Ça là, je pense pas que c'est un sujet. Assimi Goïta, fais ce que tu as fait. On ne peut pas se... Pourquoi s'il veut parler de libérer les gens? Quand lui, Alassane Draman Ouattara, il a attrapé les points de Gbagbo là, il a fait quoi d'eux? Celui qui n'a rien fait en prison, il a fait 5 ans. Sinon le reste là, 10 ans. Pourquoi il ne les a pas libérés? Aujourd'hui, Gbagbo lui-même, il est libéré. Celui-là qui était le patron des prisonniers, il est libéré. Mais lui, ses frères sont encore là-bas. Moi, je suis le patron. On me libère, et puis il y a les gens là-bas. Et puis il va aller dire à quelqu'un, libère des gens qui ont quitté une frontière avec des armes. Hey, c'est parce que j'étais un conseiller d'Assimi Goïta. Aujourd'hui, soit là même, on le condamne. Bon, en tout cas, je suis content de faire partie de participer à cette émission parce que sincèrement, ça valait la peine quelque part, mais quelque part, ça n'en valait pas la peine à cause d'Alassane Draman Ouattara. Mais sinon, si c'est à cause de nos frères ivoiriens qui ne savent rien, qui boivent un peu de l'eau dans les narines, ça en valait la peine parce que c'est toujours nécessaire de dresser le chien quand il n'est pas encore dressé. Mais si c'est à cause d'Alassane Draman Ouattara là, ça ne vaut pas la peine. Vous lui donnez une éthique. C'est-à-dire, Galon, il s'assoit dans son fauteuil, puis il regarde ainsi à Afrique Média, qui est une chaîne qu'on respecte. Hey, les gars là parlent de moi, hein. Hey, viens voir. On parle de moi ici. Hey, RTI n'a qu'à parler de lui. Nous, on ne parle pas de lui. Donc, sur ce, je vous laisse la parole. Merci infiniment, vous, Sylvain, pour votre intervention. Et on va sortir avec vous, taper Groubera pour sortir définitivement donc de ce programme. Et on a donc martelé à plusieurs reprises dans le cadre de cette émission, eh bien, l'issue de ce dossier repose définitivement entre les mains des autorités de Bamako. Ils géreront donc ce dossier à leur guise. Et d'ailleurs, Sylvain a convoqué tout à l'heure la rhétorique du Premier ministre par intérim qui a déclaré lors de sa récente sortie devant les Nations Unies, je cite, eh bien, à chaque attaque, nous répondrons désormais par une véritable attaque. C'est donc une juxtaposition de force que l'on va donc observer, d'intervention que l'on va donc observer
observé du côté du Mali et ce qui laisse donc croire effectivement que le dénouement de cette affaire reste et demeure donc sous à la discrétion des autorités de Bamako visiblement. Ce que je disais, véritablement, la sagesse a tellement habité les autorités du Mali dans leur démarche depuis le début, puisque vous imaginez 49 personnes débattent sur votre territoire. La première réaction, on l'a vu, des autorités du Mali, ça a été d'informer les autorités ivoiriennes en leur disant, écoutez, il y a des gens qui sont venus, est-ce que les gens sont venus de vous? Oui, c'est quand même assez sage. C'est pour cela, parce que je suis d'accord avec mon frère que je salue au passage, mais ce qu'il doit comprendre, c'est que Afrique Média se trouve dans une dynamique je veux dire, pédagogique. Notre objectif, c'est d'expliquer aux gens pour que les gens comprennent un peu les enjeux et d'une situation. Parce que c'est ça, à partir de ce moment-là, cette dynamique va créer une force qui va être très forte. Donc, il faut expliquer aux gens pour que les gens comprennent. Dès le départ, comme je l'ai dit, les autorités du Mali ont une sagesse. Si, comme souvent, certains veulent faire croire que M. Assimi Goïta aurait un problème avec M. Hassan Drama Ouattara, la première des choses qu'il aurait fait, c'est de ne même pas les appeler. On les a appelés. Ils ont dénié. Ils ont dit que non, ils ne les connaissent pas. Vous voyez? Donc, il y a eu une sagesse. Ensuite, ils ont accepté, comment on appelle, la médiation de Fort. Et de bonne foi, ils ont même libéré 3 jeunes dames qui, ma foi, on sait que ces femmes ne sont pas des militaires. Quand on écoute le discours, parce qu'on sait que le discours du militaire est un discours rodé. Bon, notre jeune frère, le général Issa Diawara, nous a dit effectivement que ces femmes étaient dans un autre contexte. Donc, bref, on n'est pas, effectivement, je vais dire des choses qui ne sont pas bien. On va supposer que donc ces 3 femmes ont été libérées. Et comme on le voit, comme je l'ai dit, il y a un enjeu réel qui est derrière cette histoire. Nous ne pensons pas que les autorités ivoiriennes, notamment M. Hassan Ouattara, aient envie, je l'ai dit et je le répète, c'est pas la première fois, aient envie de la libération de ces soldats. Bien au contraire, je pense qu'il y a une mission. Et la guerre par proxy, qui aujourd'hui devait même permettre à M. Ouattara de dire que ça ne tient plus. Parce que son maître, comment on appelle, M. Macron. M. Macron, on sait qu'il est au tapis. Parce qu'il a beau bouger partout, c'est ce qu'il sait faire. Raconter des histoires. Sur le plan international, il ne reprend plus rien. Parce que la Russie a montré aux gens, lorsqu'il y a eu ce problème, lorsque la Crimée a été attaquée, parce que le président Vladimir Poutine a dit, si un seul territoire russe est attaqué, nous allons réagir. Ils ont réagi. Et lorsque M. Zelensky est venu pour demander qu'il veut rentrer en faisant cette comédie, qu'il veut rentrer à l'OTAN, qu'est-ce qui s'est passé? Le secrétaire général de l'OTAN et ensuite Biden ont dit non, tu ne peux pas entrer. Ça a montré à quel moment, du moins, que l'OTAN, ce sont des frileux, pas. Et on a vu donc la réaction de garçons, comme on le dit, de Poutine. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, on sait qu'en France, la situation est difficile. En plus de la situation qui prévaut, il y a des grèves. Donc, je ne vois pas pourquoi M. Hassan Drama Ouattara, qui pense, peut-être qu'il continue de rêver encore, en pensant que M. Macron pourrait le sauver. Je ne vois pas. À un moment donné dans la vie, on dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils continuent dans cette logique. Malheureusement, je dis bien malheureusement pour eux. Et nous leur disons, c'est pas le fait de dire au pouvoir qui est un élément important. Le président Sankara a fait 4 ans. M. Blaise Compaoré a fait 27 ans. Mais l'histoire a retenu M. Thomas Sankara. Le président Laurent Gbagbo a été attaqué, kidnappé, déporté à la CPI. L'histoire le retient. M. Alassane Dramane Ouattara, s'il pense qu'il peut peut-être faire plus de 50 ans au pouvoir, l'histoire ne le retiendra pas. Parce que sa démarche est une démarche crabeuse. Comme il se comporte, c'est pas, je ne vais pas tellement venir sur ce que j'ai dit dans mon livre, etc. Mais M. Ouattara, on le sait, c'est un pion du système. Mais ma foi, il est en train ici de briser, je vais dire, il pense pouvoir briser le lien qui est très, 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 très fort entre le peuple malien et le peuple ivoirien. Et il se trompe, parce que lui, son système de mercenariat qu'il utilise, ce système-là ne va pas marcher, parce que les Ivoiriens et les Maliens vont jamais faire la guerre pour une situation qui est scrabeuse, une situation dans laquelle on ne comprend rien et qu'il refuse d'expliquer, parce qu'il est en jeu,
Il est dans une mission et cette mission-là, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, l'objectif, c'est que là, je voudrais vous terminer par ça pour vous remercier parce que c'est tout à fait intéressant parce que l'élément pédagogique est important. Il faut expliquer. Bien évidemment, on a vu le tambour avec lequel la CEDEAO, cette structure qui se croit plus grosse, un peu comme le crapaud, qui en fait n'est rien d'autre qu'une petite chose, puisque la CEDEAO, je l'ai dit, la question de la légitimité. J'aurais souhaité même que tous les présidents de la CEDEAO, quand ils reviennent, qu'ils aillent ensemble dans les différents pays dont ils sont originaires. C'est-à-dire, ils vont tous au Sénégal, ils vont tous en Côte d'Ivoire, pour voir quelle est l'onction populaire dont ils jouissent. On a vu ce qui s'est passé au Mali. Lorsque le premier ministre, par intérim, je dis bien par intérim, il est rentré, on a vu cet accueil chaleureux. Monsieur Ouattara est rentré, même pas ses ministres pour l'accueillir. Monsieur Macky Sall, même pas. Même Macron est rentré, personne. Donc, la CEDEAO est une structure fanfaronnade, mais qui, ma foi, pensait pouvoir se faire peur, c'est ça, avec cette histoire de, oui, on allait venir. Et comme l'a dit tout à l'heure mon frère, voilà, ils sont arrivés, ils ont été confrontés à la réalité. Malheureusement, je dis bien malheureusement, cette situation, nous pensons qu'elle va se terminer au maître de la justice. De toute façon que nous, qui sommes là, qui sommes peut-être un peu réservés, nous allons comprendre un peu les tenants, les aboutissants. On va savoir ce qui s'est réellement passé, ce qui en est, pour que nous, que demain, ceux qui, peut-être, comme l'a dit tout à l'heure mon frère, du côté de Ouattara, qui pensent qu'ils doivent fermer les yeux, ils doivent courir pour sauver Ouattara, ou bien être avec lui les yeux fermés, qui se rendent compte en réalité que, comme je l'ai dit, M. Ouattara dans mon livre, il s'est toujours comporté comme un ennemi des Africains. Toujours, toujours, toujours. Je rappelle toujours cet élément que j'ai dit dans mon livre. Lorsque le 14 janvier 1994, on s'est retrouvé pour la dévaluation du franc CFA avec 4 personnes qui étaient informées. Le premier ministre Edouard Balladur, le ministre du budget Nicolas Sarkozy, monsieur, comment on appelle, Candesus du FMI et monsieur Alassane Draman Ouattara qui était conseiller de monsieur Edouard Balladur. Donc, ça veut tout dire. Merci infiniment vous, monsieur Tapé Groubera, Sylvain Grohur. On vous dit également merci d'avoir apporté de vos analyses pour l'éclaircissement, effectivement, de nos téléspectateurs sur ce fait d'actualité. C'est sur ce que se referme cette autre édition d'Appel sur le continent. N'oubliez pas, l'actualité reste en continu sur votre télévision panafricaine à 19h GMT 20h. Heure d'Afrique centrale, et bien le grand débat du mérite panafricain des premières dames, une présentation de Junior Kouafo. Merci de rester en compagnie de nos programmes donc qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.